La première chose qu'ils remarquèrent fut sa couleur. Pas pâle, pas claire, mais blanche. Le pelage de Snowflake scintillait comme du givre d'hiver sous la canopée de la jungle artificielle. Une vision si rare qu'elle laissa sans voix même les chercheurs les plus aguerris. Il n'était ni malade, ni fragile. Il était simplement différent. Né au cœur d'un programme de reproduction protégé d'un zoo, Snowflake attira instantanément l'attention. Les visiteurs patientaient des heures pour apercevoir ce bébé gorille albinos, une anomalie presque mythique. Les flashs d'appareils photo se reflétaient dans ses yeux rouges. Les journalistes le qualifiaient de magnifique. Les scientifiques d'historique. Mais derrière les vitres de son enclos, la réalité était bien différente. Dès le début, le groupe le tint à distance. Alors que les autres nourrissons étaient cajolés et toilettés, Snowflake restait seul, observant. Sa mère tentait de rester près de lui, de le rassurer d'un museau discret lorsque personne ne regardait. Mais les règles de domination sont profondes dans la société des gorilles. Le dos argenté, troublé ou peut-être menacé par l'apparence singulière de Snowflake, commença à exercer une pression silencieuse. Un grognement, une bousculade, et un jour la situation dégénéra. Un jeune mâle se jeta sur lui à l'heure du repas, le plaquant violemment au sol. Sa mère protesta, mais n'osa pas se battre. Elle jeta un regard vers l'alpha. Celui-ci détourna les yeux. Alors elle fit de même. Dès lors, tout changea. Snowflake passa ses journées près de la vitre, juste derrière laquelle les humains se pressaient. Au début, on crut à une coïncidence, mais les soigneurs finirent par remarquer un schéma. Il ne jouait pas. Il ne grimpait pas. Il regardait. Pendant que le groupe l'ignorait, se toilettait, construisait des nids, s'ébattait dans des roulades de muscles et de fourrure sombre, Snowflake, immaculé et pâle, restait en marge. Visible, mais jamais inclus. Les visiteurs, eux, réagissaient autrement. Les enfants s'exclamaient et faisaient de grands gestes. Les adultes se penchaient, curieux, certains prenaient des photos, d'autres restaient figés. Et Snowflake soutenait leur regard. Dans la salle de contrôle, les soigneurs consignaient son comportement. Diminution du toilettage social, temps prolongé contre la vitre, évitement des mouvements du groupe. Une simple note fut inscrite un matin, il est seul. Les débats commencèrent. Fallait-il le déplacer? Ou l'envoyer? Snowflake était en parfaite santé, indemne, mais manifestement ignoré. Un fantôme parmi les siens. Puis un jour, un gardien s'arrêta net. Comme toujours, Snowflake était assis près de la vitre. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Un enfant de l'autre côté agita lentement la main. Snowflake leva les bras, imitant son geste. Le gardien resta figé. Une autre fillette appuya sa paume contre le verre. Snowflake tendit la sienne, l'ajustant exactement au même endroit. Sans agressivité, sans peur. Juste un contact. Le soir même, le gardien nota une phrase simple. Il ne regarde plus seulement. Il choisit. À l'approche de ses 2 ans, Snowflake avait cessé d'essayer. Le groupe refusait toujours son approche. Il s'avançait au repas, ignoré. Tentait de jouer, repoussé. Il gémissait lors des orages, personne ne venait. Peu à peu, il arrêta toute tentative. Il apprit les rythmes du rejet. Quand les autres se reposaient ensemble, il s'éloignait. Quand il formait un nid de membres entremêlés, il s'isolait contre la vitre. Chaque matin, avant même l'arrivée des visiteurs, il l'attendait, silencieux. Les soigneurs notèrent la répétition, le temps passé contre la vitre avait triplé. Le toilettage social était presque nul. Il mangeait encore, se déplaçait, mais quelque chose s'était transformé. On parla d'ennui. Puis un enfant revint, celui qui venait depuis des semaines. La petite collait son visage au verre, les mains ouvertes comme des étoiles. Snowflake pencha son corps, reproduisant son geste. Leurs paumes s'alignèrent, séparées d'un simple centimètre de verre. La fillette éclata de rire. Snowflake cligna des yeux et tapa doucement. Elle tapa en retour. À partir de ce jour, tout changea. Snowflake commença à chercher des visages familiers. Il attendait l'arrivée des bus scolaires. Si quelqu'un faisait un signe, il répondait. Si un bambin tirait la langue, il l'imitait. Et parfois, si un visiteur pleurait, il restait immobile, la tête penchée. Les soigneurs s'interrogèrent. Simple enrichissement? Conditionnement? Pourtant, personne ne lui avait appris. Au contraire, plus il se tournait vers les humains, plus il s'éloignait des siens. Le groupe ne le harcelait plus. Il l'ignorait totalement, comme s'il n'existait pas. Sauf qu'il existait. Il devenait autre chose. Le zoo installa des caméras pour documenter ces échanges. Snowflake lança une couverture contre la vitre comme pour jouer. Le lendemain, il se mit à taper en séquence rythmique, mais seulement lorsque certains visiteurs apparaissaient.
Les chercheurs analysèrent les images et découvrirent quelque chose d'inattendu. Snowflake reconnaissait des individus qui revenaient régulièrement. Ces réactions différaient selon la personne. Pour le garçon à lunettes, un salut lent de la main. Pour la femme au foulard bleu, une pirouette amusée. Pour la fillette, toujours le même geste tendre, son front pressé contre le verre. Un soigneur, incapable de trouver les mots, écrivit simplement « Il ne réagit pas seulement. Il se relie ». Peu à peu, une rumeur discrète commença à se répandre. Les visiteurs parlaient d'un gorille blanc qui saluait les enfants, qui imitait les gestes, qui semblait répondre avec intention. Des enseignants organisaient des sorties scolaires pour voir le gorille qui fait coucou. Des personnes âgées venaient seules, dans l'espoir de croiser son regard. Snowflake ne répondait pas toujours, mais lorsqu'il le faisait, cela paraissait volontaire, choisi. Puis arriva le moment qui bouleversa tout. Un jeune garçon s'approcha un matin et signa « Bonjour » en langue des signes américaine à travers la vitre. Snowflake observa attentivement, leva lentement la main et reproduisit un geste approximatif, mais étrangement proche. L'enfant éclata en sanglots. Les soigneurs, stupéfaits, repassèrent les enregistrements des dizaines de fois. Mimétisme? Coïncidence? Ou quelque chose de plus profond? Quoi qu'il en soit, nul ne pouvait nier l'évidence. Snowflake avait cessé de tendre la main vers les siens. Désormais, il l'attendait vers nous. Tout commença par une vidéo. Une adolescente filma Snowflake tapant la vitre de façon rythmique alors qu'elle s'éloignait. La séquence fit le tour du monde en une nuit. Des millions de vues, des milliers de partages. La légende demandait « Ce gorille essaie-t-il de nous parler ?» Soudain, la planète entière voulait connaître l'histoire du gorille blanc qui saluait les humains. Les foules affluèrent. Certains, par curiosité. D'autres, par quelque chose de plus intime. Tous patientaient, dans le silence, espérant un signe, un geste, un regard. Mais Snowflake n'était pas un spectacle. Il choisissait. Quand il repérait une personne à travers la vitre, il s'asseyait, imitait un hochement de tête, posait doucement une main sur sa poitrine, levait les bras comme pour dire bonjour. Ces instants étaient brefs, mais bouleversants. Les visiteurs repartaient changés. Les chercheurs intensifièrent leurs observations. Ils confirmèrent que Snowflake reconnaissait certains visages, se souvenait de ceux qui revenaient souvent et modulait ses réactions selon leurs émotions. Un jour, une fillette en larmes colla son visage au verre. Snowflake tendit ses doigts et tapa doucement en rythme. Elle s'arrêta aussitôt de pleurer. Cela se produisit trop souvent pour être ignoré. Puis survint une rencontre extraordinaire. Une petite fille de 8 ans, chauve à cause d'une maladie, fut amenée par ses parents. Elle ne souriait pas, ne faisait pas de gestes. Elle observait seulement, silencieuse. Snowflake s'immobilisa. Il s'approcha lentement de la vitre, fixa son reflet mêlé au sien, puis apposa sa paume contre la paroi. Pas pour jouer. Pas par habitude. Par reconnaissance. La fillette hésita, puis posa sa main à l'endroit exact. L'image figea le monde. 2 mains, l'une humaine, l'autre blanche et velue, séparées d'une mince cloison. La photo devint virale. Les commentaires se multiplièrent, il l'a vu. Ce moment m'a brisé. Moi aussi, je suis différente. Merci, Snowflake. Des plateaux télé invitèrent des experts, des panels débattirent. Certains criaient à la projection humaine, d'autres voyaient l'expression la plus pure de l'empathie. La fillette revint régulièrement. À chaque visite, Snowflake la retrouvait. Toujours le même geste, sa paume contre la vitre. Elle apprit à signer quelques mots « Bonjour, ami, amour ». Il l'imitait, maladroitement mais avec une intention manifeste. Un jour, elle lui montra un dessin, un portrait de lui. Snowflake resta figé, contemplant le papier, puis la fillette. Et il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il tourna le dos au groupe qui l'observait et s'assit complètement face à elle. Ce choix avait valeur de symbole. Le gorille autrefois rejeté n'agissait pas par défi, mais par attachement. Il ne cherchait plus à appartenir au troupeau. Il avait trouvé ailleurs son miroir. La notoriété attira toutefois les critiques. Les titres se multiplièrent. Le zoo exploite un gorille pour sa renommée, anthropomorphisme délirant. Des vidéos montraient Snowflake imitant des pleurs d'enfants, et les sceptiques criaient à la coïncidence. Les militants manifestaient devant les grilles, pétition à la main. Les caméras, les micros, les projecteurs transformaient le sanctuaire en champ de bataille. Snowflake se replia. On décida de fermer la zone d'observation pendant 3 jours. Mais cela ne fit qu'aggraver la situation. Son appétit diminua. Ses nuits furent agitées. Il tapotait la vitre vide. Puis survint le pire. Sous la pression de certains chercheurs, on tenta de le réintégrer dans le groupe.
Lors d'un repas, un mâle dominant chargea. Snowflake tenta de fuir, mais l'enclos ne lui offrait aucune échappatoire. Des touffes de fourrure blanche volèrent dans la poussière. Quand l'équipe intervint enfin, il saignait à l'épaule. Transporté d'urgence à l'aile médicale, il laissa derrière lui une foule sidérée. Le zoo publia un communiqué, Snowflake était blessé, mais stable. Les protocoles d'interaction étaient en cours de révision. Pendant des semaines, il disparut du regard du public. La fillette écrivit une lettre. Elle supplia qu'on ne l'écarte pas, qu'on ne fasse pas de lui une erreur à cacher. Snowflake n'est pas une attraction, écrivait-elle. C'est mon ami. Sa lettre, lue à la télévision locale, devint virale. Mais cette fois, le ton avait changé. On ne parlait plus d'un gorille. On parlait d'appartenance, de lien. Des milliers de témoignages affluèrent. Des parents écrivirent au nom de leurs enfants handicapés. Des victimes de harcèlement racontèrent leur gratitude. UN-Movement Plattforme, Raute Friend of Snowflake. Le conseil d'administration du zoo finit par trancher. Snowflake retournerait devant le public. Mais cette fois, à ses conditions. L'aube de ce jour tant attendu s'installa doucement, comme si même le soleil avait retenu son souffle. Devant les grilles du zoo, une file immense s'était formée bien avant l'ouverture. Pas de cris, pas de tumulte. Juste un silence chargé d'attente. Des familles entières, des couples, des personnes seules patientaient dans le froid du matin. Beaucoup tenaient des pancartes ou des lettres colorées, certaines écrites par des enfants au feutre tremblant. Tous attendaient Snowflake. Le nouvel enclos, fruit de semaines de débats et de travaux, se dressait enfin. Conçu comme un sanctuaire, il offrait espace, lumière et zone de refuge. Des arbres plantés pour l'ombre, des pierres pour grimper, un bassin pour se rafraîchir. Mais surtout, une immense paroi de verre occupait le centre. Pas une barrière, mais une fenêtre volontaire. Ici, Snowflake ne serait plus forcé. Il pourrait choisir. Choisir le contact ou choisir le silence. Lorsque les lourdes portes s'ouvrirent, le murmure de la foule s'éteignit. Une blancheur fragile se découpa entre les branches. Snowflake apparut, avançant lentement. Sa démarche gardait encore la raideur des blessures, mais chaque pas respirait la force retrouvée. Sa fourrure luisait comme de la neige au lever du jour. Les spectateurs se figèrent, hypnotisés. Arrivé près de la vitre, il leva la main et l'appliqua contre le verre. Alors seulement la foule soupira, comme un seul souffle retenu trop longtemps. Et puis, au milieu de cette mer humaine, une silhouette s'avança. La fillette au crâne nu, celle dont la présence avait marqué son histoire. Elle leva sa petite main, hésitante mais ferme. Snowflake Lattendeit. Leurs paumes se rejoignirent, séparées par la paroi, mais unies par un geste qui contenait tout, la douleur, la différence et surtout la reconnaissance. Un instant suspendu, irréel. Puis Snowflake bougea ses doigts, maladroitement mais clairement. Il forma un signe. Ami. Le mot apprit durant sa convalescence. Simple, mais chargé d'un monde entier. La fillette éclata en sanglots, un sourire lumineux traversant ses larmes. La foule ne se retint plus. Des applaudissements, des cris de joie, mais aussi des pleurs secouèrent l'assemblée. Les soigneurs restaient immobiles, bouleversés par la scène qu'ils avaient espérée sans oser y croire. Les jours suivants, les images firent le tour du monde. Dans les journaux, sur les écrans, dans les réseaux sociaux, le moment fut repris, commenté, partagé des millions de fois. Dans les colloques internationaux, les experts débattaient mimétisme ou compréhension véritable, anthropomorphisme ou empathie. Mais pour ceux qui avaient été présents, il n'y avait rien à expliquer. Ils avaient senti la vérité dans leurs entrailles. Dans son nouveau cadre, Snowflake s'épanouit. On lui apporta des pigments sans danger et il découvrit la peinture. Ses toiles maladroites, couvertes de formes colorées, furent exposées comme autant de symboles. Il apprit d'autres gestes en langue des signes, répétant avec concentration. Et quand il reconnaissait un visage familier, il émettait un doux grondement, comme une salutation intime. Les enfants lui écrivaient. Des boîtes débordaient de dessins où l'on voyait un gorille blanc serrant des mains humaines. Des professeurs donnaient des devoirs sur lui. Une école lança un projet baptisé les Journées Snowflake, incitant les élèves à tendre la main à ceux qui se sentaient rejetés. La fillette, elle, ne cessa jamais de venir. Parfois, elle apportait un livre et lisait à voix haute, sa voix claire résonnant entre les arbres. Parfois, elle restait assise, simplement présente. Toujours, à l'instant de partir, Snowflake tapotait la vitre. Un rituel qui devint leur langage secret. Très vite, l'histoire de Snowflake dépassa les frontières du zoo. Il devint un symbole. Pour certains, l'incarnation de la différence assumée. Pour d'autres, une preuve vivante que l'empathie n'était pas l'apanage des humains. Dans les hôpitaux, on montrait ces images à des enfants malades.
Dans les familles, on racontait son histoire pour apaiser les solitudes. Son visage devint une icône d'inclusion. Un documentaire planétaire retraça sa vie. La dernière séquence, d'une beauté poignante, le montrait au crépuscule. Snowflake, assis contre la vitre, la main posée sur le verre, seul mais pas isolé. Derrière, les rires d'enfants résonnaient, et sur un panneau à l'extérieur s'accumulaient des milliers de lettres. Toutes portaient un même message : « Merci de m'avoir vu ». Le narrateur conclut d'une voix grave. Snowflake n'avait jamais été destiné à dominer. Il était né différent, rejeté par les siens. Mais dans le silence entre deux mondes, il avait choisi de tendre la main. Ce qu'il trouva n'était pas de l'attention, mais la reconnaissance. Il prouva que les mots ne sont pas nécessaires pour se comprendre, que l'empathie traverse même le verre, et que lorsque tout semble vous tourner le dos, il reste possible de choisir l'amour. Ainsi Snowflake n'était plus seulement un animal de zoo. Il était devenu un témoin. Une mémoire vivante de ce que signifie être différent, mais jamais seul.